Bonjour, mesdames et messieurs. La santé n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire et d'entendre. Mais que ne ferions-nous pas pour vivre en parfaite santé? Ce dimanche, nous allons nous intéresser à une fièvre qui, selon les informations en notre possession, est hémorragique et causée par un virus appelé Lassa. Dieu merci, nous n'avons pas encore vécu l'expérience de cette maladie en Côte d'Ivoire, mais toutefois, la lutte reste un défi pour l'Institut national d'hygiène publique. Et pour en parler, notre invité n'est autre que le docteur Fofana Diakalidia, chargé de recherche, chef adjoint du service de lutte antivectorielle. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Paul-Philippe. Merci d'avoir accepté de venir éclairer les Ivoiriens. Cette invitation pour permettre aux Ivoiriens de comprendre le combat que vous ne cessez de mener contre cette fièvre de Lassa, également contre la dengue aussi. Exact. Et les autres maladies transmises par les moustiques, les animaux, les insectes, etc. Nous ferons également peut-être, si vous voulez bien, vers la fin de cette émission, le point de la maladie Ebola et sa ressurgence en RDC. Merci. Et pourquoi pas sur les risques pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, encore une fois, merci d'être venu. Je serai en compagnie d'Adama Bakayoko. Adama, bonjour. Bonjour Paul-Philippe. Bien, Nestor est aux opérations techniques. Docteur, on va commencer tout de suite, si vous permettez. C'est quoi exactement la fièvre Lassa? Est-ce une nouvelle maladie? Bien. Avant tout propos, je voudrais remercier Radio Côte d'Ivoire au nom de Madame la ministre de la Santé. Effectivement, la maladie à fièvre Lassa, c'est une maladie virale aiguë qui dure 4 à 15 jours. Et cette maladie-là est d'origine animale. Elle est transmise par un rongeur. Ce rongeur-là, c'est rien d'autre que le rat, l'espèce précisément Mastomys natalensis. Et la maladie a été découverte pour la première fois au Nigeria, suite au décès de 2 infirmières missionnaires dans la région de Borno. Et c'est depuis cette époque-là qu'on a pu découvrir cette maladie. Mais en cette année-là, depuis janvier 2018, on a annoncé des cas, des événements inhabituels. C'est-à-dire qu'on a reçu de nouveaux cas, un nombre très élevé de cas dans les mêmes régions-là. Mais la maladie va maintenant au-delà du Nigeria. On a reçu des cas au Bénin, au Libéria, au Ghana. Et c'est par rapport à toute cette situation-là que le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, à travers l'INHP, essaie, depuis un moment donné, de sensibiliser les populations par rapport aux risques encourus avec cette maladie. Alors, comment comprendre cette sensibilisation justement, puisque la Côte d'Ivoire est pour l'instant épargnée? Effectivement, pour l'instant, nous n'avons enregistré aucun cas de fièvre Lassa. Et la sensibilisation, c'est amener les populations à faire le lien entre le vecteur, l'autre qui n'est d'autre que la souris qui vit dans nos maisons. Donc, c'est de montrer aux populations le lien qu'il y a entre la souris et certaines maladies telles que la fièvre Lassa. Alors on dit quoi, la fièvre Lassa ou la fièvre de Lassa? Tout c'est dit. On peut dire la fièvre Lassa ou la fièvre de Lassa. Parce que Lassa, en fait, c'est le nom de la localité où la maladie a été découverte. Alors, Abdallah, je pense que voici les originalités. Sur les généralités, on va continuer avec le docteur Fofana. Oui, bien sûr, on s'intéresse surtout à la propagation de cette maladie. On le sait, il y a beaucoup d'échanges entre les différents pays, surtout ici en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Libéria, etc. On a découvert la maladie au Ghana aussi, juste à côté. Alors, comment cette maladie se propage? Oui, la propagation de la maladie est possible de 2 manières, soit de l'animal qui porte la maladie, je vais parler de la souris, ou bien de l'homme. À travers l'animal, on peut attraper cette maladie-là par un contact direct avec la manipulation des rats, du genre Mastomys natalensis bien sûr, ou bien même par un contact indirect avec nos ustensiles de cuisine et autres, nos objets qui ont été au préalable souillés par les urines et les excrétas de ces rats-là. Voilà une possibilité de propagation. La deuxième, c'est la propagation interhumaine. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un contact, le passage du virus d'une personne infectée à une personne bien portante. C'est contagieux. C'est contagieux. Et ce contact, cette contagion, c'est par voie directe avec les
les liquides biologiques. Je vais parler ici du sang, de l'urine, des sécrétions sexuelles et autres. La salive aussi. La salive, effectivement. Alors justement, quels sont ces signes? Alors, les signes de la maladie, c'est d'abord faire le lien épidémiologique entre la maladie et puis la situation qui prévaut. La première des signes qui frappe, c'est bel et bien la fièvre. Le nom qui porte derrière la maladie, la fièvre de Lassa. Et associé à cette fièvre-là, des céphalées, des douleurs articulaires et musculaires, des nausées, des vomissements, une fatigue générale. Et la maladie, quand elle s'aggrave, on assiste à des saignements au niveau de la bouche, du nez et même de l'anus. Alors, si on comprend bien vos explications, c'est une maladie qui a les mêmes symptômes que ce qu'on appelle communément le paludisme. Sauf que la différence se fait avec les saignements. Effectivement, j'affirme ce que vous dites. C'est pratiquement les mêmes signes, le corps chaud et autres. Donc, c'est à ce niveau-là que il faut faire très attention, ne pas pratiquer ce qu'on appelle l'automédication. C'est là qu'il faut, dans cette situation, se rendre dans un centre de santé, en tout cas le centre de santé le plus proche, pour une prise en charge. C'est à ce niveau que le praticien, je vais parler ici de l'infirmier ou du médecin, après un diagnostic clinique, va vous préconiser un diagnostic biologique qui consiste à prélever votre sang qui sera analysé afin de situer les responsabilités, sinon les causes des signes qu'on vient de citer. Vous parlez du nom scientifique de cette souris, mais est-ce qu'on peut la décrire terre à terre pour nos auditeurs? Oui, terre à terre, c'est effectivement, on dit rat Mastomys natalensis. Le rat, communément, l'ivoirien, le rat qui est connu des Ivoiriens, c'est celui-là même qu'on trouve dans nos champs. Mais il ne s'agit pas de ce rat-là ici. C'est celui que l'Ivoirien appelle la souris. Et c'est une souris qui est différente des autres de par sa constitution. Au niveau de la face ventrale, nous avons 2 rangées bien données de mamelles. C'est-à-dire on a 2 rangées de mamelles qui fait la différence entre cette souris-là et les autres qui ont généralement 2 mamelles entre les pattes postérieures. Donc c'est le rat plurimammaire. Le rat, généralement, comme on l'avait dit, c'est dans les champs qu'on trouve les rats. Comment ces rats-là arrivent justement, même si ce n'est pas la même chose, mais c'est la même famille, ces rats arrivent dans nos maisons? Oui, effectivement, aujourd'hui, vous avez les échanges qui se font aujourd'hui de milieux ruraux vers nos grandes villes avec le transport des vivriers et autres. On peut facilement transporter ces rats, sinon ces souris-là, qui viennent et qui arrivent, nous, dans notre environnement qui est propice aujourd'hui au développement de ces rats. Le rat ne se sent pas du tout orphelin, sinon la souris se sent dans un environnement très propice à son développement. Vous avez aujourd'hui, sinon on a, j'allais dire, dans nos maisons, toutes les commodités qui permettent comment on appelle ça, le développement, la prolifération des rats dans nos maisons. C'est le désordre, c'est les aliments qui ne sont pas rangés là où ils doivent être, ainsi de suite. Les souris prospèrent donc dans cet environnement d'insalubrité, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos lieux de résidence. Oui, c'est le mot qu'il faut même d'ailleurs. C'est cette situation d'insalubrité-là qui est très propice au développement des rongeurs. C'est-à-dire que tous les soirs, il faut conseiller aux familles de faire la lessive. Effectivement, la vaisselle, oui. Avant le coucher. Ça, c'est un conseil qu'on voudrait quand même donner aux familles, c'est de faire la vaisselle avant de se coucher et ranger toutes ces ustensiles, tous ces verres-là dans des contenants qui ne puissent pas être attaqués par les rongeurs qui sont, comment on appelle, étanches d'une manière physique aux rongeurs. Et si vous n'avez pas la possibilité de conserver ces ustensiles-là dans un contenant résistant aux rongeurs, la prochaine utilisation, il est recommandé de relaver ces ustensiles-là avant utilisation. Parce que ces rongeurs sont en général actifs la nuit. Au moment où nous dormons, ils sont actifs, ils visitent nos cuisines et partout. Et c'est à ces moments-là qu'ils peuvent contaminer
nos objets qui seront ultérieurement utilisés. Mais ces souris causent d'énormes dégâts. C'est vrai, aujourd'hui on parle de la fièvre Lassa, mais dans le grand reportage que nous avons réalisé, où nous avons eu également la chance de vous rencontrer, on a eu froid dans le dos, parce qu'il n'y a même pas que la maladie que la souris peut transmettre. La souris peut être à la base d'un incendie. Oui, je le confirme. En plus de la maladie à virus Lassa, les souris sont encore porteuses de la fièvre typhoïde, de par les résidus qui vont rester sur les pattes, et indirectement ces souris vont laisser ces restes de microbes sur nos aliments. Mais ces rongeurs, comme leur nom l'indique, c'est des animaux, des petits mammifères qui ont pour habitude de ronger quand ils n'ont pas à manger, de ronger tous nos fils. Et vous avez aujourd'hui les fils de courant les fils électriques qui se baladent par-ci, par-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et le rongeur, à un moment donné, peut s'attaquer à ces conduits électriques et provoquer un court-circuit. De là va partir un incendie. Et vous avez des incendies, plein d'incendies de marché aujourd'hui qui n'ont pas d'explication. On nous fait savoir que les enquêtes sont en cours, mais on n'a pas de résultats. Jamais ces enquêtes. Voilà. C'est tout ça, c'est le rôle des rongeurs. Mais en plus de ça, vous avez dans nos cuisines, nos sœurs, après avoir cuisiné, prennent pas souvent le temps de nettoyer la cuisinière, même le conduit de gaz qui reste là, la sauce qui est versée là-dessus. Cela aussi peut intéresser ces rongeurs-là qui peuvent dégrader le câble, le conduit de gaz, perforé, prochaine utilisation, et du coup, on a une fuite de gaz qui peut également conduire à un incendie. Alors, s'agissant des fils électriques, vous êtes en train de nous dire, par exemple, qu'il faut éviter que ces fils électriques soient nus. Oui. Soient nus. Parce que quand deux fils sont nus qui se touchent, bonjour les dégâts. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des souris dans la maison. Il faut faire de sorte que les souris n'arrivent pas à accéder à l'intérieur de nos habitations. Donc, il faut rendre, dans un premier temps, l'habitation, l'environnement propre, du côté hygiénique inattaquable, et obstruer tous les orifices possibles, tous les passages qui peuvent intéresser le souris, que le souris peut emprunter pour se retrouver à l'intérieur de nos maisons. Voilà un peu. Est-ce qu'il y a autre mesure pour éviter la maladie? Autre mesure pour éviter la maladie, c'est essentiellement le lavage régulier des mains. Il faut préconiser le lavage régulier des mains, parce que je vous ai parlé tantôt de la transmission interhumaine. Les contacts avec les personnes suspectes, malades, ou bien même les personnes décédées. C'est toutes ces mesures-là qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir éviter la maladie. Et en plus de cet aspect humain, il faut ranger tout ce qui peut intéresser les souris, sinon ces rats-là, dans nos maisons, il faut les ranger de sorte que même si par accident, ils arrivent à pénétrer dans les maisons, ils n'ont pas accès à tout ce qui peut les intéresser, de sorte que la souris même se dise que ce milieu-là n'est même pas propice et il va ailleurs. Mais c'est un combat collectif, parce qu'on le sait, on peut être propre chez soi, mais le voisinage aussi peut provoquer l'arrivée de ces souris. Et quand la souris est chez le voisin, il faut se dire que la souris est aussi chez soi. Aujourd'hui, à la prolifération des boulangeries partout à Abidjan, on a aussi cette question. Les habitations qui sont au-dessus de ces boulangeries-là, forcément, sont visitées par les souris. Oui, effectivement, je confirme ce que vous dites. Le combat, il est individuel, mais il est aussi collectif. Et c'est à ce niveau que nous... Individuel, collectif et permanent. Et permanent, c'est le mot. Individuel, collectif et permanent. Et c'est à ce niveau, on recommande beaucoup aux populations de vraiment échanger entre voisins. Il est très difficile de mener le combat tout seul dans un îlot contre les rongeurs et d'avoir un résultat aussi probant. Il faut le faire ensemble et rendre l'environnement aussi désagréable pour le rongeur. Il est désagréable pour le rongeur et nous en profitons pour des situations de santé. On n'a pas parlé de l'autre mesure, celle qui consiste à acheter des raticides, des produits souvent qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'on vend à tout bout de champ. Est-ce que cela est conseillé? Oui. Je vais ajouter compléter la question d'Adama pour dire que finalement, c'est plus
les vendeurs de médicaments de souris et pilules, les rues. On achète, mais on ne voit pas l'efficacité. Bien. Effectivement, au niveau du ministère de la Santé, on va le répéter une fois encore, nous ne conseillons pas l'utilisation de ces produits pesticides. Et c'est aussi dangereux. C'est dangereux. De la manière que ça tue les souris et les rats, c'est la même manière que ça peut avoir des impacts sur la santé humaine, notamment des plus petits. Donc, l'achat de ces produits-là, avec le premier venant, c'est des risques que nous courons. Et c'est à ce niveau que nous recommandons vivement aux populations, en tout cas pour celles qui veulent vraiment faire de la dératisation, de s'adresser aux professionnels en la matière. Et même les produits que la population appelle généralement les médicaments, c'est des produits pesticides, c'est des raticides. En général, il y a des raticides recommandés par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Agriculture. Il y a une direction de la protection des végétaux qui, chaque année, à chaque moment, révise la liste des produits utilisés. Alors, en général, ces produits qui sont vendus dans la rue, là, ces produits échappent à tout contrôle et c'est pas les produits recommandés pour la lutte contre ces rats-là. Vous allez trouver parmi ces produits-là, par exemple, des produits qui ont un effet, j'allais dire, très rapide sur le rongeur. Alors que les professionnels n'utilisent pas ce genre de produits. Le produit qui est utilisé par le professionnel, c'est des produits qui ont un effet lent, qui peut être consommé aujourd'hui par le rongeur. Et le rongeur, c'est au bout de 5 à 6 jours, il va mourir. Tout ceci pour permettre aux autres membres de la communauté de manger cet appât-là qui a été laissé. Parce que les souris sont très, très, très intelligentes. Si elles arrivent à faire le lien entre la mort d'un des leurs et la consommation d'un produit quelconque, et ce produit-là ne va plus être utilisé, ils ne vont plus en consommer. Okay. Nous recommandons vivement aux populations les mesures d'hygiène, et en plus de ces mesures d'hygiène-là, on a la possibilité d'utiliser des méthodes physiques, l'utilisation des pièges là. Ces pièges aujourd'hui qui sont à bon prix, on peut les utiliser 2 à 3 pièges dans la maison, c'est suffisant pour pouvoir lutter efficacement contre les souris et sans risque de contamination des produits pesticides. En tout cas, il existe un moyen moderne chez vous, mais qui n'est pas facile à acquérir, mais qui est vraiment très performant. Oui. Parce que les populations ont envie de s'en remettre au bon souhait de l'Institut national d'hygiène publique. Parce que finalement, si les raticides ne sont pas conseillés, que fait celui qui veut combattre les souris, les rats chez lui? Non, les raticides ne sont pas conseillés d'utilisation pour les populations, pas elles-mêmes. C'est ce qu'il faut éviter. Si vous voulez faire usage des raticides, faites appel aux professionnels. Et ces mêmes professionnels-là, aujourd'hui, sont agréés par la même direction de la protection des végétaux. On les trouve où ? Les professionnels, nous faisons la lutte contre les vecteurs, c'est le service même que nous dirigeons. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de privés aujourd'hui qui sont installés dans ce domaine-là. Concernant donc ce nouvel appareil que vous avez acquis. Le nouvel outil dont vous parlez, il s'agit ici de ne pas faire de publicité du Wisebox. C'est un outil qui aujourd'hui est recommandé par les experts, les spécialistes en la matière, qui luttent aujourd'hui contre toute attaque de l'environnement. Parce que vous êtes d'accord avec moi que l'utilisation des produits pesticides, d'abord les résidus dans l'environnement, ça fait un risque. La mort des rats qui ne seront certainement pas retrouvés après, tout ceci va entraîner des risques au niveau environnemental. Donc, l'utilisation des Wisebox, c'est très écologique, et quand vous utilisez ces Wisebox, vous arrivez à capturer le nombre de rongeurs que vous avez programmés dans la machine. Vous avez programmé par exemple 10 rongeurs, la machine finit de capturer les 10 et elle ne fonctionne plus, elle s'arrête. Vous venez vider la poubelle et vous rangez encore le matériel pour une autre utilisation. C'est très impressionnant. Ça coûte combien? Je ne saurais me prononcer effectivement sur le coût. Il est quand même cher. C'est au-delà du million. Donc, généralement, nous, on fait la commande et puis c'est les services achats qui mettent à notre disposition. Comment les populations peuvent-elles solliciter les services de l'hygiène publique? Bien, les populations peuvent solliciter les services de l'Institut national d'hygiène publique par simple appel, ou bien même en se rendant au siège de l'INHP
à Treichville, ou bien même dans les antennes que nous avons bien voulu rapprocher des populations. Au niveau d'Abidjan, nous avons une antenne à Yopougon, une à Bobo et l'autre à Port-Boué. Au niveau du territoire national, c'est à peu près 28 antennes qui sont à la disposition des populations pour le bien-être. Est-ce que l'Institut national des jeunes publics peut se déplacer? On les voit dans les entreprises, on voit qu'il y a des dératisations dans les entreprises, dans les services, etc. Mais est-ce que les services de l'hygiène publique peuvent se déplacer au domicile de particuliers, d'une famille qui sollicite? Oui, l'Institut national d'hygiène publique se déplace. La première étape, c'est la demande. Quand vous avez manifesté le besoin de lutte antivectorielle, ça peut être contre les souris, ça peut être contre les cafards, ça peut être contre les punaises, les moustiques et même les répulsifs contre serpents. Nous amenons une équipe dans un premier temps pour faire l'état des lieux et vous faire une proposition de cotation. À partir du moment où vous donnez votre accord, qui peut être soit par un bon de commande, si c'est une entreprise, ou bien vous payez le devis qui vous a été soumis, l'équipe revient encore pour faire le traitement comme il se le doit. Alors, pourquoi l'Institut national d'hygiène publique ne peut pas s'auto-saisir comme autrefois? Parce qu'on sait que, par exemple, autrefois, l'Institut national de l'hygiène publique se promenait dans les quartiers pour dératiser d'elle-même, dans les maisons, sur les voies, ayant constaté que peut-être la situation dans cette zone-là est difficile et délicate, elle s'auto-saisit, elle vient. On ne voit plus ça. Aujourd'hui, les choses semblent avoir évolué. À un moment donné, on a assisté à la communalisation. Et il y a certains de ces aspects qui ont été reversés aux communes. Mais aujourd'hui, l'Institut national d'hygiène publique agit autrement avec la surveillance épidémiologique de ces pathologies. Nous parlons aujourd'hui de la lutte, de la campagne de dératisation, de la lutte contre la maladie à virus Lassa. La maladie ne se vit pas encore en Côte d'Ivoire. Mais dans un souci de protéger les populations, l'Institut national d'hygiène publique, sinon le ministère de la Santé, sensibilise les populations. C'est le rôle que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas de rôle répressif. Nous ne faisons que sensibiliser les populations sur les mesures idoines à prendre pour éviter l'entrée même du virus. Et si par malheur, le virus arrivait à pénétrer sur le territoire et essayer tant bien que mal de l'éteindre là où on a pu le découvrir. La transition est toute trouvée pour parler de votre stratégie de lutte contre la fièvre du Lassa. Je vous ai suivi au marché de Treichville récemment avec cette campagne de sensibilisation et de dératisation. Où en est-on avec la campagne? Est-ce que d'autres communes ont pu en bénéficier, même à l'intérieur du pays aussi? Pas encore à l'intérieur du pays. Des communes sont en train d'en bénéficier. Nous avons, après Treichville, procédé à la dératisation au niveau de la commune du Plateau, au niveau de la commune d'Atekoubé. Mais il était pour nous un peu urgent de revenir vers la décharge d'Akwedo. Akwedo qui est quand même constitue aujourd'hui le lieu de regroupement de toutes les ordures ménagères du district d'Abidjan. Et en plus de cet état de fait, c'est que à Akwedo, ce rat dont il est question ici, le mastomyste natanalensis, a été déjà décrit à Akwedo depuis 2014. Donc aujourd'hui, la campagne est en train de s'orienter sur Akwedo. Aujourd'hui même, nos équipes étaient sur le terrain pour essayer d'avoir un circuit de progression au niveau de la décharge et des quartiers environnants. Et cette activité sera couplée, verra la participation des forces et de défense de sécurité, le service de santé des armées qui vient appuyer les services du ministère de la Santé pour la dératisation dans ces lieux-là pour soulager les populations. Pourquoi? Parce que les camps militaires sont à côté? Non, pas forcément les camps militaires. C'est un appui que le ministère de la Défense, ministère d'État et ministère de la Défense a voulu bien apporter pour montrer un autre visage des hommes en armes qui peuvent faire autre chose que le maniement des armes. Cette stratégie va s'étendre jusqu'à quand? Nous sommes en train d'élaborer le chronogramme. Et dès que c'est fait, la stratégie, comme vous l'avez dit, c'est une activité que nous voulons pérenne dans le temps.
On va boucler ce chapitre de Lassa. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour nos auditeurs, pour les Ivoiriens qui nous écoutent? Pour les Ivoiriens qui nous écoutent, c'est de dire que la menace Lassa, elle est réelle. Et surtout que le virus, j'ai souvent beau le dire, le virus n'a pas de passeport, n'a pas de visa. Le virus peut se retrouver en Côte d'Ivoire à tout moment et à n'importe quelle heure. Et c'est à partir de ce moment où le virus peut se retrouver en Côte d'Ivoire et la présence de rats qui peut entraîner la propagation de la maladie, c'est de recommander à ces populations-là de penser à avoir un bien-être au niveau de nos domiciles, au niveau de notre environnement pour réduire la propagation des rongeurs qui est source de la maladie. Mesdames, Messieurs, si vous nous prenez en marche, bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez aujourd'hui notre thème assez important pour tous. C'est la lutte contre la fièvre de Lassa, l'Institut national d'hygiène publique face à de nouveaux défis. Notre invité est le docteur Fofana Djakalidja, chargé de recherche, chef adjoint du service de lutte antivectorielle. Alors, c'est vrai que l'autre thème principal, c'est la lutte contre la fièvre de Lassa. Mais je veux dire, quand on parle de promiscuité, quand on parle d'insalubrité, il n'y a pas que la fièvre de Lassa. Il y a dans votre panoplie de recherche et de combat, de lutte, il y a la dengue. Et les autres maladies virales transmises par les moustiques, les animaux, etc. Où en est-on avec cette dengue qui avait défrayé aussi la chronique en Côte d'Ivoire? L'actualité était à un moment donné dominée par cette autre maladie-là. Où en est-on avec? Effectivement, en 2017, précisément à la même période, 29 avril 2017, nous avons déclaré une épidémie de dengue dans la commune de Cocody. Et lorsqu'il y a eu, après la déclaration de cette épidémie, le Conseil des ministres qui a suivi nous a mis en mission pour pouvoir lutter contre cette épidémie. Et c'est à ce moment-là que le ministère de la Santé, à travers l'Institut national d'hygiène publique, a eu à mener des campagnes de démoustication dans la commune de Cocody, Bingerville, Trècheville et Marcory. Tout ceci en fonction des risques qu'encouraient les populations. Et ce qui a été fait en ce moment, ça nous a permis quand même d'éviter une flambée épidémique. Il y a eu combien de cas au total? Au total, nous avons avoisiné à peu près 300 et quelques cas. Et nous avons enregistré deux décès. Deux décès. Donc on peut dire, on va dire le bilan. Je pense qu'on a sauvé des vies quand même avec cette sensibilisation. On peut le dire avec affirmatif. On a sauvé des vies parce qu'on a vu quand même l'ampleur de l'épidémie juste à côté, au Burkina voisin, où l'épidémie avait fait des ravages en 2016 et l'épidémie a refait surface encore en 2017 où il y a eu plus de 1500 cas avec une vingtaine de décès. Donc nous pouvons dire avec fierté que nous avons permis, tant bien qu'à un moment donné, d'interrompre la propagation de l'épidémie. Donc on n'a pas pu assister à une flambée épidémique en Côte d'Ivoire. Donc c'est juste de dire, d'affirmer que la situation a été maîtrisée. La situation a été maîtrisée. Il n'y a plus de risques? Les risques, oui, il y a des risques maintenant avec les saisons de pluie. C'est en fait la dengue, c'est cette maladie-là, c'est une maladie virale comme l'autre, mais ici, le vecteur, c'est le moustique. La dengue est transmise par les piqûres du moustique, le moustique du genre Aedes. Alors, nous avons fait la campagne en ce moment-là dans 13 communes du district d'Abidjan et nous étions en saison sèche. En saison sèche où la prolifération de ces moustiques-là est un peu ralentie et nous avons trouvé utile d'attendre le début de saison pour enclencher la campagne de démoustication. Et c'est depuis le 24 mars, je crois, 24 avril 2018. Oui, 24 avril 2018 que nous avons commencé cette campagne-là dans la commune du Plateau. Et après la commune du Plateau, nous avons fait la commune de Datekoubé. Et pour des raisons techniques observées sur le terrain, nous avons dû faire un arrêt, réorganiser les choses, essayer de situer certaines responsabilités et engager d'autres personnes, surtout les services d'hygiène des mairies, pour nous appuyer dans cette campagne-là. Donc nous avons repris maintenant depuis le 15 mai 2018 dans la commune d'Adjamé
par la sensibilisation des populations. Et à la suite de la sensibilisation des populations, là, 3 jours plus tard, ce fut la campagne même pratique de démoustication avec le traitement des gîtes larvaires qui n'a pas pu être éliminé par les équipes d'hygiène des services des mairies et le traitement spatial par fumigation contre les moustiques adultes. Nous terminons ce dimanche dans la commune d'Adjamé. Et après Adjamé, ce sera le tour d'Abobo, Anyama, Yopougon, Songon. Et après Songon, nous avons les 2 autres communes de l'autre rive. Je veux parler de Port-Boué, Koumassi. Ok. Alors, c'est un constat, hein, peut-être que je me trompe. Toutes ces actions se mènent dans le district d'Abidjan. Autant pour la fièvre de Lassa que pour la dengue. Est-ce qu'il y a des actions similaires à l'intérieur du pays? Des actions similaires sont envisagées à l'intérieur du pays. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on a une forte concentration des populations au niveau du district d'Abidjan et nous avons aujourd'hui un déficit au niveau des infrastructures qui fait aujourd'hui que tous les vecteurs se retrouvent au niveau du district d'Abidjan et l'environnement est très propice pour le développement. Le risque est plus grand à Abidjan. C'est le mot. Le risque est plus élevé à Abidjan qu'ailleurs. Mais la sensibilisation continue dans les autres communes avec le renforcement de la surveillance qui peut nous amener à un moment donné à agir ailleurs. Et j'aimerais vous dire que cette campagne-là doit se poursuivre dans le district de Gbeke. Dans la région de Gbeke. Dans la région de Gbeke. La campagne de démoustication va concerner cette... Là où il y a même actuellement une pénurie d'eau, est-ce que cela peut causer des risques? Il y a une pénurie d'eau, mais c'est un carrefour très important pour les voyageurs qui viennent de l'autre côté. Je vais parler du Burkina Faso. Okay. Donc le risque pour les populations de Bouaké aussi est élevé. Okay. Alors, comme pour la fièvre de Lassa, vous allez nous décrire aussi, même si c'est pratiquement les mêmes symptômes, quels sont les symptômes de la fièvre de la dengue? Bien, les symptômes de la dengue, on se retrouve encore avec pratiquement les mêmes symptômes. C'est la fièvre, c'est la nausée, c'est les courbatures, c'est les douleurs abdominales, c'est les céphalées, c'est le vomissement. C'est pratiquement les mêmes signes que, comme le disait Paul Philippe, on se retrouve encore avec les signes de notre maladie commune que tout le monde connaît, le paludisme. Une prise de sang peut... C'est la seule prise de sang qui peut nous situer avec exactitude. Quelles sont les autres maladies vectorielles en dehors de la dengue que vous gérez au sein de votre service? Voilà, comme on le disait, le risque de... Nous ne sommes pas en épidémie de dengue présentement, mais le risque avec la prolifération des moustiques qui sont vecteurs de d'autres maladies, nous on considère cette campagne-là comme une campagne préventive de dengue et des autres arboviroses. Je vais parler ici de la fièvre jaune, du chikungunya, de la maladie à virus Zika et même du paludisme, même si ce n'est pas une maladie virale, c'est les mêmes moustiques qui transmettent le paludisme. Dans ce cas, que conseillez-vous? Les vaccinations, est-ce que ça joue un rôle? Bon, les vaccinations vont jouer un rôle pour la fièvre jaune. À l'exception de la fièvre jaune, toutes les autres maladies que je viens de citer, j'ai parlé de la dengue, non pas Lassa, de la fièvre de Zika. Du chikungunya, toutes ces maladies n'ont pas de vaccin disponible au nouveau pays. Au niveau de la dengue, il existe un vaccin au niveau international que nous n'avons pas encore. Mais donc, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement spécifique. Pas que quand on tombe malade de ces maladies virales-là qu'on ne guérit pas, on peut guérir quand on a une prise en charge très rapide, très tôt, des symptômes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon médical un traitement symptomatique. Donc quand on fait ce traitement symptomatique là, on peut guérir de la maladie. Donc les vaccins, ce sera seulement pour la fièvre jaune. Ce qu'on recommande aux populations ici, c'est un comportement hygiénique irréprochable, un environnement très, très propre et en éliminant tout ce qui peut constituer pour nous les gîtes larvaires de moustiques. Alors, ces gîtes larvaires de moustiques là, c'est quoi? C'est tous les récipients, tous les contenants qui peuvent contenir de l'eau stagnante qui va servir à la ponte et au développement. Les vieux puneux. Les vieux puneux. Les équipements sanitaires abandonnés, les boîtes de conserve que nous avons abandonnées, les pots de fleurs, les seaux qui recueillent l'eau des climatiseurs. En fait, la liste est longue. C'est tous les objets qui peuvent retenir de l'eau. Que faut-il faire donc? Et même, il y a des plantes engainantes qui peuvent
constituent des gîtes larvaires pour les moustiques. Je vais parler ici des bananiers, de l'arbre du voyageur, de la canne de Moïse, qui sont des plantes engainantes qui peuvent recueillir de l'eau après la pluie. Et toutes ces plantes-là, normalement, il y avait une loi dans les années 30, je crois en 1933, qui interdisait même la culture de toutes ces plantes en milieu urbain. Et la loi était claire et l'environnement était irréprochable à l'époque. Aujourd'hui, nous avons, à travers le district d'Abidjan, des bananeraies, j'allais dire, si vous me permettez le mot, sauvages, parce que ce n'est pas réglementé. Et vous demandez à ces populations-là de les éliminer, ils disent que ça leur permet souvent d'avoir des régimes de bananes tout près, alors qu'on s'expose à des risques de maladies. Alors moi je reviens sur la question de Adama Bakayoko. Que faire? Que faire? C'est d'assainir son environnement. C'est d'assainir son environnement et c'est là même... Assainir son environnement. Je veux dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Les gens ont dit l'habitude à être une seconde nature. Vous savez, donc ça fait que pour que les gens se débaptisent de ça, la sensibilisation doit porter sur du long terme. Oui, la sensibilisation doit porter sur du long terme et là je profite en même temps pour remercier la RTI dans son ensemble qui joue un grand rôle dans cet aspect-là, qui permet aujourd'hui de véhiculer les messages du ministère de la Santé pour atteindre les populations. Et ce message-là doit être permanent, de sorte à amener les populations à faire le lien entre tous ces réceptacles, tous ces objets qui contiennent de l'eau et la prolifération des moustiques, d'une part, et les maladies liées à la prolifération des moustiques. Donc, l'assainissement va consister à éliminer toutes ces eaux-là. Mais il y a des eaux quand même que nous pouvons nous en défaire. C'est quoi? Je n'ai pas cité ici. Vous voyez un peu les fûts que nous avons presque tous aujourd'hui dans nos maisons pour recueillir de l'eau afin de prévenir les éventuelles ruptures de distribution de l'eau de Sodeci. Et ces fûts-là constituent également des gîtes larvaires de moustiques. Si les fûts ne sont pas fermés, parce qu'il faut avoir un récipient fermé hermétiquement. Vous avez des grands fûts aujourd'hui avec des fermetures qui sont inaccessibles aux moustiques. Tant que l'eau est accessible aux moustiques, le moustique il va pondre. En clair, il ne faut jamais laisser de l'eau en permanence dans un récipient, dans un seau, etc. C'est ça. Et si vous avez laissé, il faut remplacer cette eau-là au bout de 3 à 4 jours. Chaque semaine, c'est 2 fois qu'il faut renouveler ça pour rompre le cycle de développement du moustique. Parce que là encore, dans nos sensibilisations, c'est un des aspects sur lesquels nous revenons, c'est que les populations ont tendance à penser connaître le moustique, mais c'est le moustique en fait à l'état adulte. Le moustique volant que nous connaissons. Alors, le moustique, c'est depuis la ponte des œufs. Ces œufs qui sont dans l'eau, qui sont des petites bêtes, que le citoyen lambda ne fait pas le lien entre cette petite bête-là qui se transforme demain, sinon au bout de 5 à 6 jours, qui va devenir un moustique adulte. C'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Et quand vous renouvelez l'eau avant l'éclosion des moustiques adultes, vous avez interrompu le cycle du développement des moustiques. Une fois que vous avez versé cette eau, même si c'est des millions de moustiques, cette génération est décimée comme ça. D'accord. On a très bien compris, docteur. C'est vrai que je sais que la stratégie de lutte reste la même comme pour la fièvre de Lassa. Ouais. Vous êtes en permanence sous pression, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc la mesure, je reviens, c'est toujours la sensibilisation. La sensibilisation, pour nous, c'est une éducation en santé publique. Faire le lien entre les maladies et leurs causes, ce qui peut causer la maladie. Et dans le cadre de la dengue ici, ce n'est autre chose que le moustique. Et le moustique, pour se développer, a besoin de l'eau. Le moustique a besoin effectivement de 2 éléments essentiels pour se développer. C'est l'eau et puis c'est le sang. Alors, le moustique retrouve cette eau-là où? Le moustique retrouve l'eau dans notre environnement. C'est le moment pour nous d'éviter que ces moustiques aient accès à leur gîte au temps recherché, que j'appelle souvent maternité de moustiques. Il faut éviter que le moustique ait accès à cette eau dans notre environnement. Et puis, il faut éviter au niveau adulte que le moustique arrive à prélever notre sang. Même si on estime que la quantité de sang que le moustique prélève n'est pas aussi importante, mais
le fait de prélever cette quantité de sang-là peut entraîner des maladies. Parce qu'en fait, au cours de la prise de sang des moustiques, le moustique, en prélevant le sang, le moustique injecte d'abord sa salive. En fait, cette salive-là permet au moustique d'anesthésier la zone de prise de sang, de sorte que nous ne sentons pas la douleur. Et c'est à travers cette salive-là que toutes les maladies, tous les agents pathogènes que le moustique peut transmettre s'en va dans notre organisme. Donc, il faut éviter le contact entre le moustique et l'homme et éviter le contact entre le moustique et l'eau. À partir de ce moment, si on a réussi à le faire, alors nous avons réussi à un moment donné à éloigner de nous toutes les maladies transmissibles par les moustiques. D'où l'utilisation des moustiquaires imprégnés. D'où l'utilisation des moustiquaires imprégnés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. En fait, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, c'est beaucoup recommandé dans la lutte contre le paludisme parce que le vecteur du paludisme est un moustique qui pique en général la nuit tombée. Donc les moustiquaires là vont nous protéger pendant notre sommeil où nous sommes inactifs, et c'est en ce moment là que ce moustique là est à la recherche de son repas de sang. Alors, on n'en a pas parlé assez, le vecteur de la dengue, qui est le moustique l'Aïdes, ce genre de moustique, c'est le moustique blanc-noir qui est souvent retrouvé dans nos garages, chez les vulcanisateurs. Quand vous êtes assis souvent sur les arbres à partir de 15h, 16h, ce moustique est actif la journée. Donc, l'utilisation des moustiquaires là, ça sera seulement recommandé pour ceux qui ont souvent tendance à dormir la journée. C'est en ce moment-là qu'on va faire recours à l'utilisation des moustiquaires. Donc là, dans la lutte contre la dengue, c'est vraiment axé sur la lutte contre les larves, la lutte anti-larvaire, l'élimination des gîtes larvaires. Quand nous avons réussi à éliminer les gîtes larvaires, on se rend compte et on met en application le fait que sans eau, il n'y a pas de moustiques. Donc quand on sait que sans eau, il n'y a pas de moustiques, alors moi je me fais de sorte qu'il n'y ait plus d'eau stagnante dans mon environnement. Et quand je le fais, il faut que le message passe chez les autres. Parce que le moustique aussi, c'est un insecte volant. Si moi j'ai fait de sorte que le moustique n'arrive pas à pondre chez moi, ok, tant mieux. Mais si le voisin n'a pas fait la même chose, que le moustique prolifère chez lui, et qu'au moment de la prise de sang, par exemple, il n'y a personne chez lui à la maison, le moustique sort, évidemment, il a la recherche du sang, il peut se retrouver chez moi pour faire sa prise de sang, et là encore, je ne suis pas totalement sauvé. Donc c'est une action qui doit être collective, et ça doit être au niveau communautaire, ensemble et pérenne. Ok, docteur, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour terminer cette émission. On retient pour ce chapitre-là justement que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, la situation au niveau de la dengue est maîtrisée. Oui. La situation aujourd'hui au niveau de la dengue est sous contrôle parce que nous n'en raisonnons plus de cas de dengue depuis 2017. Mais la veille reste de mise. D'accord. Docteur, on ne peut pas vous avoir sans parler d'une maladie qui avait défrayé la chronique ici. Des pays voisins ont subi un peu les effets de cette maladie. C'est la maladie à virus Ebola. Il semble que cette maladie est réfugiée en RDC. Est-ce que vous en avez écho? Quelle est la situation? Effectivement, la maladie a refait surface en RDC. C'est là-bas même que la maladie est partie. La fièvre Ebola provient du Congo. C'est à l'issue de la découverte de singes morts que les populations ont consommé, qu'on a pu voir la première épidémie de Ebola, je crois que c'était en 1976. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes à la 9e épidémie de Ebola en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, il y a 3 foyers. Et aujourd'hui, nous avons enregistré plus d'une dizaine de cas de décès. J'allais dire, entre griffes, la chance qu'on a dans cette zone, c'est que la prolifération du virus aussi est liée au mouvement des populations. Dans cette contrée-là, les zones ne sont pas suffisamment accessibles.
Donc les populations même ne se déplacent pas trop. Donc de ce fait, la maladie ne peut pas facilement se propager comme ce fut le cas dans la sous-région ici, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone en 2014-2015. En 2014, l'on avait critiqué beaucoup l'Organisation mondiale de la santé pour sa réaction tardive. Cette fois-ci, l'OMS est déjà au four et au moulin. Depuis le 15, le directeur de l'OMS est déjà sur le terrain en RDC et le 16 mai devrait arriver les premiers vaccins en RDC pour vacciner les populations. Il y a donc quelques 3 jours de cela. Voilà. Okay. Pour protéger les populations dans cette localité. C'est vrai, c'est la RDC. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de risque pour notre pays? Effectivement, le risque, comme on tente de le dire souvent, le risque zéro, il n'existe pas. Mais cette fois-ci, le risque n'est pas aussi élevé comme ce fut le cas il y a 2 ou 3 ans de cela. Le risque n'est pas aussi élevé, mais il va sans dire qu'au plus haut niveau du ministère de la Santé de l'État de Côte d'Ivoire, il y aura très bientôt des directives qui seront données pour permettre aux populations de se prémunir contre ces maladies-là. C'est le moment de renforcer, l'occasion de renforcer la surveillance au niveau des frontières. À l'époque, on assistait à un lavage systématique des mains, l'utilisation des gels, à la prise des températures. Certainement, ces mesures vont refaire surface aux besoins. Pour donc faire un rappel peut-être, avec vous avant de terminer, quand même, il faut le dire, la Côte d'Ivoire a réussi en son temps, il y a quelques années, à empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. On peut faire rapidement un rappel sur les actions fortes que vous avez dû mener avec le ministère de la Santé pour empêcher notre pays d'avoir Ebola. Ce fut à l'actif des agents de la surveillance épidémiologique. On a renforcé la surveillance épidémiologique de sorte à détecter de manière précoce tout cas qui devaient entrer sur le territoire. Ça, c'était la première des mesures, renforcer la surveillance. Dès qu'on détecte, on essaie de réduire, sinon de lutter en même temps, prendre des mesures qu'il faut pour arrêter la propagation de la maladie. En plus de ça, les populations ont été suffisamment sensibilisées au lavage des mains, au contact qu'il fallait avoir, qu'il ne fallait pas avoir. Donc, c'était le renforcement de la surveillance et puis de la sensibilisation des populations. Parce qu'il va sans dire qu'il n'y a aucun ministère de santé aussi fort et efficace sans être accompagné par les populations. Donc c'est avec les populations que nous avons pu réussir à mener ce combat-là et empêcher la pénétration du virus Ebola sur le territoire ivoirien. Notamment après une longue privation de ces viandes de brousse que les Ivoiriens affectionnent tant. Alors, quand on parle de viande de brousse, ça nous ramène à la fièvre de Lassa. Alors, c'est vrai que j'ai dit que le rat était dans les habitudes aussi des Ivoiriens qui consomment, il y en a qui consomment le rat. Est-ce que les risques que les Ivoiriens ont en consommant le rat est le même que quand ils consomment la viande de brousse, agouti, écureuil et tout ça, parce que les Ivoiriens sont friands de petits animaux de ce type-là? Bien, effectivement, comme je l'ai dit dans mes propos, c'est que le rat dont il est question ici, c'est pas ce rat comestible. Biologiquement, on les appelle les rats. Les rats, d'accord. On les appelle les rats, mais le citoyen lambda l'appelle la souris. Donc on utilise les deux termes pour dire souris, pour dire rat, mais il ne s'agit pas de rats comestibles que nous trouvons dans nos champs et autres. Et ça, c'est ça, il n'y a pas de risque là-bas? Là, il n'y a pas de risque, mais le risque de manipulation, c'est au niveau de ces rats du genre Mastomys. Les rats de ville? Non, pas forcément de ville. On peut le dire ici? On les retrouve en milieu rural aussi. Multimamelles, il faut qu'ils soient... C'est les rats multimamelles. Qui ont plusieurs mamelles. C'est leur manipulation qui est vraiment à risque. D'accord. Voilà. Ok, on a parlé de Ebola, de dengue, surtout de fièvre Lassa, comme l'intitule le terme de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Lutte contre la fièvre de Lassa, l'Institut national d'hygiène publique face à de nouveaux défis. On va terminer cette émission, docteur. Quelle conclusion? Quel mot d'ordre aux populations? Quel contact il faut donner aux populations? Un repère pour s'adresser à l'Institut d'hygiène en cas de nécessité, en cas de besoin, etc. pour conclure cette émission. Bien, je vais commencer par le contact. Le contact, c'est le 143. Le 143, c'est la ligne du ministère de la Santé, c'est gratuit.
Pour tout besoin, vous pouvez contacter le 143. Alors, en conclusion, les maladies dont on a fait cas ici, c'est des maladies virales et c'est des maladies liées à notre comportement, à notre mauvaise hygiène. Alors, nous voulons ici terminer nos propos en invitant les populations au maintien du cadre de vie propre et avec l'application des mesures d'hygiène domestique afin de limiter la prolifération des différents vecteurs. Ce sera vraiment notre mot de fin. Et en plus, nous voulons remercier la RTI au nom de Madame la ministre de la Santé pour qui nous sommes en mission. Et je tiens ici à remercier la RTI pour les différents temps d'antenne que vous avez bien voulu accorder au ministère de la Santé pour atteindre les populations en faisant passer nos messages d'éducation en santé publique. Infiniment, docteur, merci. Je rappelle que nous recevions, mesdames et messieurs, ce dimanche, docteur Fofana Diakaridia. Il est chargé de recherche, chef adjoint du service de lutte anti-vectorielle. Il est venu se prononcer sur la lutte contre la fièvre de Lassa et les nouveaux défis qui s'offrent à l'Institut national d'hygiène publique. Infiniment, docteur, merci. Merci d'être venu et merci aussi pour votre sollicitude. Chaque fois que nous aurons besoin d'un éclairage pour aider nos populations, nous n'hésiterons pas à vous faire appel. Merci encore d'être venu. Ok, merci. Cette émission s'achève ici, mesdames, messieurs. Nous avons bénéficié de la collaboration technique de Mian Nestor et de Sier Christian. Adama Bakaïko, merci. Vous m'avez aidé à permettre au docteur d'éclairer la population. Merci. Bon dimanche à vous. Mesdames, messieurs, on s'arrête ici et puis peut-être à dimanche prochain, on parlera certainement d'un autre sujet sous le contrôle des mamans parce que dimanche prochain, ce sera la fête des mères. Bon dimanche à tous et déjà bonne fête par anticipation.